Restez au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Dernière et avant-dernière empoignade dans les cantons de la Kosa. Les lutteurs des cantons de Bao et Pia ont rivalisé d'ardeur et de courage ce mercredi sous les yeux du chef de l'État. Le Togo opte pour le reprofilage de sa dette publique, une stratégie de placement auprès d'investisseurs étrangers pour mieux financer les besoins sociaux. Les explications dans ce journal. Et puis les résultats définitifs des municipales du 30 juin dernier ont été rendus publics ce jour. 1464 conseillers municipaux sont confirmés. À suivre dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Direction la Kosa, où l'heure des dernières empoignades ou des avant-dernières empoignades a sonné. Dans le canton de Pia, on a lutté pour la phase des demi-finales. À l'affiche des confrontations, la première demi-finale qui s'est déroulée à l'école centrale de Pia entre la coalition Akei Lao Kiudei Nyama et celle de Djamde. La seconde demi-finale a opposé sur le terrain du CEG Kanyala la coalition Kadjika Awidna et Koda contre Pita. Le chef de l'État Fort et Sazimna Nyazimbe a assisté à ces deux demi-finales. Le compte rendu avec Arnaud Kili. Ambiance sur le terrain de l'école centrale de Pia pour annoncer les couleurs de la première demi-finale dans le canton. C'est une manière pour les supporters des deux camps de détendre les lutteurs et de les mettre en confiance avant les confrontations. Au début des empoignades, après l'arrivée du chef de l'État, c'est la coalition Akei Lao Kiudei Nyama en blanc qui marque le premier point. Dans certains cantons, comme celui de Pia, et selon la tradition des luttes Evala, le nombre de points est aléatoire. Ce qui compte, c'est surtout le camp qui marque le premier point qui est considéré comme vainqueur. En plus du fait que c'est la coalition Akei Lao Kiudei Nyama qui a ouvert le compteur, elle a aussi le plus grand nombre de points. Les Blancs ont gagné cette première demi-finale par 50 points contre 15 à Djamde. La seconde demi-finale à laquelle a assisté également le président de la République a opposé Kadjika Awidina et Koda en rouge à Pita en blanc.
Cette deuxième demi-finale a été aussi palpitante. Le public est émerveillé par des prises spectaculaires. Prises qui quelquefois ont provoqué des gestes involontaires des spectateurs comme pour accompagner les lutteurs dans leur combat. La victoire, la défaite ou un nul pour un lutteur n'est pas ce qui compte. L'essentiel pour lui, c'est de pouvoir sortir dans l'arène et se faire remarquer. L'important pour un évalou, c'est de pouvoir démontrer ce dont il est capable et s'inscrire dans l'histoire de sa génération. Pour cette deuxième demi-finale, c'est la coalition Kadjika Awidra et Koda qui gagne la confrontation avec 11 victoires contre 5 pour Pita. Dans le canton de Bao, le chef de l'État a assisté à la finale. Les deux camps, Tuyo, Kolide, Piade, Walde, contre Baouro, se sont affrontés dans les arènes. Et la victoire est allée du côté de Baouro. Le compte rendu avec notre envoyé spécial, Edem Soussou. La lutte suscite admiration et continue de drainer du monde. Le chef de l'État fort et Sozimania Simbe est toujours présent dans les arènes et tout se passe sous son regard. Contrairement à certains cantons, ici à Bou, ce sont les non-initiés ou Aouza qui ont ouvert les hostilités. Ils sont suivis dans l'ordre par les évalas de première, deuxième et troisième année. Sur le terrain cantonal de l'école primaire publique Konzanzi, deux coalitions ont rivalisé d'ardeur pour non seulement produire du spectacle, mais aussi et surtout remporter la victoire. Les lutteurs en rouge sont ceux de la coalition Touyou, Kolide, Piade, Walde. Leurs adversaires de Bouho et Bou Chamde sont en blanc. Le jeune Evalou doit lutter pour prouver sa bravoure, son courage et sa force. Toute victoire fait la fierté du lutteur, des parents et des habitants de tout le village ou du canton. À Bou comme à Yadin, les champions ont lutté en dernière position. Pour cette année 2019, c'est le camp des Rouges qui est sacré champion. En termes numériques, c'est la coalition Bouho et Bouchamde qui gagne par un score de 13 contre 11. Et
Dès demain auront lieu les finales dans les cantons de Pia, Sarakawa et Agbandé Yaka. Ces dernières années, le Togo a fait des efforts considérables pour réduire sa dette publique, pour donc améliorer encore plus le profil de la dette nationale et permettre au Trésor public de financer les besoins sociaux. Les plus hautes autorités du pays ont opté pour une stratégie de placement auprès des investisseurs étrangers. Et le ministre en charge des Finances est à Londres depuis hier pour rencontrer justement ces investisseurs. Les précisions avec Carmen Madjé à Kakou. Améliorer le profil de sa dette publique. Des stratégies sont développées par les plus hautes autorités du pays pour y arriver. Dans un récent entretien publié par Financial Times, le président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé, a fait part de l'intention de son pays de se tourner vers l'international qui offre plusieurs possibilités. Le Togo a donc opté pour le placement privé auprès d'investisseurs étrangers. Depuis mardi, le ministre de l'économie et des finances est à Londres, en Angleterre. Il est à la recherche de 397 millions d'euros, soit environ 264 milliards de francs CFA sous forme de placement privé auprès d'investisseurs. Le pays a reçu le quitus du Fonds monétaire international FMI et obtenu une garantie de la Banque mondiale et d'Africa Trade Insurance à cet effet. Dans un exposé, le ministre Sani Yaya a présenté aux banquiers et assureurs londoniens le projet de levée de fonds du Togo. Il leur a présenté un bref aperçu de la situation économique globale du pays. Une croissance estimée à plus de 5% à fin juin 2019, un climat des affaires en constante amélioration et le programme d'assainissement budgétaire qui a permis de ramener le ratio de la dette publique de 81,6% en 2016 à environ 70% en 2019. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, a en outre fait connaître dans les détails aux investisseurs anglais la stratégie contenue dans le plan national de développement PND 2018 à 2022. La levée de fonds se situe dans le contexte du reprofilage de la dette publique. Le Togo entend saisir les opportunités qu'offre le marché international pour bénéficier de conditions avantageuses, maturité plus longue et taux d'intérêt plus faible pour rembourser par anticipation une partie de la dette intérieure à taux d'intérêt plus élevé sur des maturités plus courtes. Ce dispositif doit permettre au Trésor d'alléger le service de la dette publique et de dégager des espaces budgétaires et de trésorerie pour financer notamment les besoins sociaux tout en évitant le risque de refinancement. Dans le but de permettre au Togo de tirer profit du commerce mondial et améliorer le profil de ses exportations et importations, les acteurs des systèmes financiers sont en formation sur leur contribution dans l'amélioration des services qui entrent dans les chaînes de valeur. Ils sont donc outillés sur les techniques nécessaires pour une meilleure intégration régionale du commerce. Les détails avec Eli Agbanyandao et Luc Assi. Indispensables dans tout commerce, les systèmes financiers sont créateurs d'un environnement idéal au financement et contribuent à l'accroissement de l'inclusion financière. Malgré leur poids dans l'économie nationale, ils sont en déficit de statistiques pour déterminer leur rapport dans les services qui entrent dans la quantification des chaînes de valeur. Ceci en vue de faciliter la conception des politiques commerciales pour une intégration économique réelle. La chaîne de valeur, c'est un concept, c'est un outil qui permet donc de disséquer toutes les activités d'une entreprise ou bien d'un secteur pour voir lesquelles sont porteuses et lesquelles sont nuisibles, ou du moins ce qui n'apporte pas de la marge. Le Togo veut devenir un hub financier en Afrique et vous savez que c'est lié au PND, cet objectif. Et pour nous, nous pensons que les acteurs du secteur financier doivent comprendre cette méthodologie d'analyse des activités et comprendre chaque étape donc, de leur organisation, de leur activité pour pouvoir dégager des marges substantielles et concurrentielles.
Cette rencontre aura donc le mérite d'outiller ces points focaux des systèmes financiers du Togo sur leur contribution à la production de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeur des services. Les services financiers au sens strict, ça peut couvrir les services bancaires. Au sens large, ça peut être élargi aux services assurance, entre autres. Et ça peut intégrer également tous les aspects liés à la microfinance. Le secteur des services est un secteur important qui mérite, on y consacre un intérêt particulier. Et un pays comme le Togo, qui a un marché plutôt étroit, gagnerait à développer son secteur des services, notamment le service financier, à pouvoir développer les capacités nécessaires de pouvoir exporter dans différents pays de la sous-région. Et plus largement, dans le cadre continental, avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine, il faut envisager peut-être de pouvoir explorer des chaînes de valeur, cette fois au niveau régional, au niveau continental. Conjointement exécuté par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, et la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUSED, ce projet de formation a pour finalité de mesurer les chaînes de valeur des services et exploiter tout leur potentiel. Comment améliorer le contrôle forestier au Togo et faire en sorte que les sanctions en matière forestière soient proportionnelles aux préjudices commis? Le gouvernement togolais s'y attelle à travers le ministère en charge de l'environnement et un guide rédigé à cet effet est en cours de validation à Lomé par les acteurs impliqués. Il s'agit de renforcer leur capacité sur la fixation des amendes en cas de contravention. Le reportage est signé Zarifou Katakiti et Ferdinand Diassoa. Les sanctions et amendes liées aux infractions en matière forestière étaient jusqu'ici définies en fonction des appréciations du juge ou des responsables régionaux de l'administration des ressources forestières. Les montants des dommages et intérêts définis par ces acteurs ne sont toujours pas proportionnels aux préjudices causés. Devant ce fait, c'est la population riveraine qui sort perdante. Pour corriger cette insuffisance et rendre la sanction proportionnelle à la faute commise, un guide est ici en cours de validation. Le guide vient combler un vide juridique qui est en matière de contrôle, puisqu'il y a des gens qui commettent des infractions en prélevant illégalement sur les ressources forestières qui comprennent la faune et la flore. Et il y avait toujours un problème dans les transactions. Il n'y avait pas eu un barème qui permettait, un mode de calcul qui permettait objectivement de pouvoir au moins transiger. Et les gens transigeaient, intitut personnel, ça veut dire que c'est à la tête du client. Nous avons fait des propositions. D'abord, on a fait un état de lieu pour voir à travers tout le territoire, en visitant les directions régionales et les services centraux. Et une équipe est allée s'enquérir des archives. Et ce sont ces résultats que nous allons restituer. Il s'agit pour le gouvernement de rendre plus compétitif l'appareil répressif en matière forestière et permettre ainsi la durabilité des espèces. Le nouveau document qui sortira de cette rencontre est inspiré des modèles de la France et du Cameroun. Et parlons toujours d'environnement. Les parcs nationaux, au-delà de leur rôle de catalyseur de la biodiversité, contribuent également à la croissance économique d'un pays. Mais comment ces parcs contribuent-ils justement à l'essor de l'économie nationale? Les réponses dans ce dossier enquête de Carmen Madji à Capo. Les parcs nationaux sont des domaines réservés et bien gérés pour la conservation des éléments de la nature. Au Togo, on en compte 3. Fazao Maltrakassa, Otikéran et Togodo. Leur étendue, diversité faunique et floristique offre des potentialités indéniables au pays, à en croire les professionnels du secteur. L'enjeu est de mettre en harmonie l'homme et la nature. Un patrimoine dont la contribution à l'économie nationale est bien mesurable. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour promouvoir la conservation des parcs nationaux et des réserves de faune, aujourd'hui appelées sous le nom aires protégées. Et donc leur importance, c'est pouvoir conserver, sauvegarder, sécuriser vraiment la biodiversité constituée de la faune et de la flore. Et donc au niveau du Togo, nous avons 81 aires protégées d'une superficie avoisinant 800 000 hectares, donc qui assure la conservation de la diversité biologique au profit des populations riveraines. Cependant, des menaces croissantes pèsent sur la santé écologique des parcs du Togo.
Depuis quelques années, des initiatives sont prises pour inverser la tendance. La gestion participative. Les principales menaces sont entre autres les coupes de bois, la désertification, les feux de brousse, les défrichements, l'extension vraiment anarchique des espaces agricoles. Le gouvernement a convenu d'impliquer, de mettre les populations riveraines au centre de cette gestion, en les organisant, en les structurant en associations villageoises de gestion participative des aires protégées et en les réorganisant en union pour vraiment relayer le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature dans les questions de sensibilisation. Et donc ces populations qui se retrouvent au sein des associations villageoises servent d'interface entre les populations locales et les partenaires extérieurs qui arrivent pour des questions de quelle nature que ce soit. Et ceci s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance des aires protégées. Le pouvoir dévolu aux populations locales est donc de développer des projets et les accompagner. Justement, le projet développement durable est basé sur la promotion des moyens de subsistance respectueux de la biodiversité autour du parc national de Fazaoma-Fakassa va contribuer à réduire la pauvreté dans 5 préfectures, à savoir Blita, Sotoubois, Tchaoudjo, Bassara et Mo. Le parc national Fazaoma-Fakassa va être érigé en réserve de biosphère pour tester des approches novatrices de développement durable. Un pari qui reste à gagner. Je vous le disais également en titre, la page des municipales du 30 juin dernier au Togo est presque tournée. Les résultats définitifs issus de ces consultations électorales ont été proclamés ce mercredi 17 juillet par la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo. La Cour a connu 39 recours et au final, 1464 conseillers municipaux ont été confirmés sur les 1490. Les détails avec Abidé Niassingbi et Augustin Kossi. C'est bien désormais chose faite, les résultats des élections municipales du 30 juin dernier au Togo définitivement connus. Après examen des 39 recours ou contentieux introduits, la Chambre administrative de la Cour suprême rend son verdict. Sur 1490 conseils municipaux précédemment annoncés par la CENI, 1464 ont été confirmés. Le scrutin a été annulé dans 2 communes, notamment Wawa 1 et Zio 4. Le parti uni, Union pour la République, arrive majoritairement en tête avec 878 sièges. Il est suivi de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, avec 132 conseillers municipaux, et de la coalition des 14 partis de l'opposition, C14, 129 sièges. Considérant que la Cour suprême a procédé à l'examen des résultats provisoires proclamés par la CENI sur l'ensemble du territoire national, qu'il résulte que 40 partis politiques et 100 partis indépendants ont compétit dans 115 communes sur toute l'étendue du territoire national, que le nombre total des inscrits sur le territoire de la République est de 3 359 327, que le nombre total des votants est de 1 762 426, que le nombre total des suffrages exprimés est de 1 687 430, que le taux de participation est de 52,46%. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 148 du Code électoral, je cite, dans le cas où la Chambre administrative de la Cour suprême constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d'ensemble du scrutin, elle en prononce l'annulation pure et simple. Le gouvernement fixe alors, par décret en Conseil des ministres et sur proposition de la CENI, la date du nouveau scrutin qui a eu lieu au plus tard dans les 30 jours suivant la date de la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 148 ci-dessus rappelées, les élections sont annulées dans les communes ci-après, Wawa 1 et Ziok 4, que ces élections seront reprises dans les dites communes dans 30 jours à compter de la date de la présente proclamation des résultats définitifs. Puis, égard aux éléments du dossier, il y a lieu de déclarer que le scrutin s'est globalement bien déroulé. Les résultats définitifs concernent bel et bien 115 communes. Cet exercice auquel la Cour suprême procède tire son essence dans les textes fondamentaux qui régissent la vie de la nation selon le président de l'institution. Si la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître du contentieux issu des élections présidentielles et législatives, celui né des élections locales relève de la compétence de la Cour suprême. Les
Les textes le précisent. Il nous paraît indiqué de rappeler les fondements de ces attributions dévolues à la Chambre administrative de la Cour suprême, notamment la Constitution du 14 octobre 1982, en son article 125, et la loi organique numéro 97-5 du 6 mars 1997, en son article 43. C'est donc le constituant qui, dans la répartition des compétences entre les deux chambres de la Cour suprême, la Chambre judiciaire et la Chambre administrative, a attribué à cette dernière la compétence pour connaître du contentieux des élections locales dans tous les cas. La mise en avant de l'intérêt national devait être le fondement de toute action pour le bien-être de l'homme et de tout l'homme. Cette exigence impose à chaque citoyenne et citoyen des actions empreintes de vérité. Impose à chaque citoyenne et citoyen d'être des artisans de justice et de paix. L'amour et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La nouvelle page du processus démocratique de notre pays nous invite à rechercher ce qui contribue à la paix, ce qui nous associe les uns aux autres en vue de la même construction. Soyons des hommes et des femmes qui ne préfèrent rien au service de l'homme et de tout l'homme. À tous les élus, tous les vœux de plein succès de la Cour suprême au service de leurs administrés et du peuple dans la vérité. Aux candidats, aux listes de candidats non élus, que je salue pour leur sens du devoir, pour la paix. Je souhaite, au nom de la Cour suprême, le meilleur lors des échéances électorales prochaines. Les résultats définitivement connus, le Togo entre de plein pied dans la décentralisation. Une nouvelle page qui s'ouvre donc dans le processus du renforcement de la démocratie à la base et du développement inclusif et durable au Togo. Nous évoquerons également dans cette édition le deuxième jour des assises de Lomé. Deuxième jour hier qui était consacré donc à l'affaire de viol de Sieur Ahidi Diakpa. Celui-ci a reconnu devant la cour avoir commis ce délit. Verdict, 5 ans de prison et 2 millions d'amende. Le récit des faits avec Carmen Madjé Akato. Sieur Ahidi Diakpa est désormais fixé sur son sort. Accusé de crime de viol, il a plaidé coupable. Les faits remontent à mai 2016 où l'accusé a intercepté sur un sentier la nommée Rogo Goudiémé, alors âgée de 16 ans. Il se sert d'un foulard que la jeune fille avait noué à la taille pour l'étrangler et l'empêcher de crier. Une fois maîtrisé, il entretient des relations sexuelles avec la jeune fille, puis l'abandonne sur les lieux. Fait prévu et puni par les articles 211 et 212 du nouveau code pénal. Attendu que les faits ainsi déclarés constants et établis par la cour d'assises sont prévus et punis par les articles 211 et 212 du nouveau code pénal. Attendu qu'il résulte de la déclaration de la cour qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé, vu les articles 36 et 37 du nouveau code pénal, ensemble avec les articles précités, condamne Ahidi Diakpa à 5 ans de réclusion criminelle et à 2 millions de francs CFA d'amende. Avise l'accusé qu'il dispose d'un délai de 8 jours francs pour se pourvoir en cassation contre le présent arrêt. L'avocat de la défense n'est pas satisfait de ce verdict. Je ne suis pas du tout d'avis ou d'accord avec ce verdict parce que ça ne me paraît pas du tout raisonnable. Cette décision ne répond, à notre avis, à aucune logique juridique, à aucune logique judiciaire. Nous estimons que c'est une décision qui est un peu déplacée. C'est une décision de la cour d'assises. Nous la respectons. Les renseignements recueillis sur l'inculpé Ahidi Diakpa le présentent comme un cultivateur menant une vie modeste et calme. Il est marié et père de 3 enfants. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les directeurs d'organes de presse écrits
Les directeurs des radios et télévisions commerciales privées ainsi que les directeurs des radios communautaires des régions centrales de la Kara et des Savanes à une séance de travail le vendredi 19 juillet 2019 à 9h au Palais des Congrès de Kara. La rencontre portera sur les modalités d'accès à l'aide de l'État à la presse exercice 2018 qui court du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. La présence d'un représentant des organes concernés est indispensable. Et c'est sur ce communiqué du président de la commission technique et de suivi de l'aide de l'État à la presse que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.